Très bien, merci à vous. Oui, oui. Vous êtes déjà en Donc c'est Benjamin Dardemar, président de Planétique, donc une société dédiée au green business, qui va présenter le cas Planétique, donc toute la démarche qu'il a eu à entreprendre pour développer son business et pour l'amener là où il est aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Benjamin pour nous présenter le cas Planétique. Merci Yannick, merci donc au parrain, c'est vrai, de Planétique Congo. C'est vrai que c'est un parrain bienveillant, très attentif, qui m'a accompagné pendant toute la croissance de cette entreprise. Je vais vous présenter rapidement Planétique, qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche, avant d'entrer dans le cœur du business pour vraiment utiliser ça comme un cas concret. Donc Planétique, c'est une entreprise française que j'ai créée l'année dernière donc à Paris. Son objet social est très large puisque c'est aussi large que le développement durable. C'est de développer des produits, des services qui permettront de réduire la pauvreté, de protéger l'environnement, de favoriser la paix. Donc ça fait le discours de Miss France, mais c'est son objet social. Entreprise sans but lucratif, puisque tous les bénéfices, un peu il y en aura, seront reversés au projet. Donc l'idée ce n'est pas de verser de dividendes aux actionnaires. C'est le principe du social business, vraiment à 100% tel que le promeut Mohamed Younous, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2006 de mémoire, qui dit voilà, pour lutter contre la pauvreté et protéger l'environnement, il faut un nouveau type d'acteurs. Il y a la Banque mondiale, il y a les États, il y a les ONG, il y a les entreprises avec la RSE. Non, il faut un nouveau type d'acteurs, des entreprises sans but lucratif consacrées pleinement à la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. Donc c'est ça le mode de gouvernance de Planétique. Alors Green Business, d'abord, non seulement c'est un thème qui répond un peu à l'ère du temps, après le sommet de Copenhague sur le développement durable, sur le réchauffement climatique et toutes les discussions autour du protocole de Kyoto. Et aujourd'hui, l'Afrique fait vraiment figure de modèle à créer pour développer une activité économique qui soit respectable de l'environnement. De s'égarer à Bamako ou Badjangara à Bamako et que vous remarquez toutes ces carrières de granit, vous vous dites, à un moment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais ce granit peut nous permettre de paver nos routes. Et en fait, on a déjà de la matière. Et si on va faire du pavage des routes, ça va nous coûter moins cher parce qu'un kilomètre de route, je crois dans les amis ingénieurs, c'est entre 200 et 500 millions de francs CFA en Afrique. Il dit, là, avec ce pavage de route, on peut faire quelque chose à des coûts moindres. Et dans tout cela, évidemment, je finirai là-dessus. Il y a, comme a dit notre cher ami Yannick, la biodiversité. Donc là, on a le bassin du Congo, qui aujourd'hui, il y a toute une démarche aujourd'hui de finances, comme je disais tantôt, carbone, mais les Africains, on n'a pas un marché de finances carbone sur le continent. Et là, dans ce domaine, effectivement, c'est nous qui sommes interpellés aussi de la diaspora dans toutes nos compétences. Tous les secteurs qui sont évoqués, c'est aussi bien des gisements de création d'emplois, de développement de la richesse, etc. Aussi bien pour les ingénieurs que pour ceux qui produisent moins. Et enfin, il y a le mécanisme de développement au travail, nuit et jour, je précise, parce qu'on a fait la route aussi bien de nuit que de jour. À Bamako, c'est pareil. Les gens ne vous parlent que de ça. Les Chinois travaillent. Et je conclurai là-dessus. À Bamako, d'ailleurs, on vous dit, il pleut partout au Mali, mais dans la région, la grande région de Bamako, il ne pleut pas parce que les Chinois arrêtent la pluie pour rendre les infrastructures en septembre avant la fête nationale. C'était une parenthèse. Pour revenir sur cette question de social green business, alors il y a une question très intéressante qui a été posée tout à l'heure. Monsieur Doga, quelles sont les opportunités aujourd'hui pour investir en Afrique? Il faudrait que nous soyons un peu plus attentifs à certaines choses. Maintenant, pour la valorisation de cette terre. Alors, le green business dans le domaine agricole, je peux prendre, comme j'aime toujours le faire, l'exemple de cette bouteille d'eau. Vous verrez la connexion avec l'agriculture. Alors, il s'avère d'ailleurs, cet industriel, c'est ce qu'ils ont fait. Quand on va parler de green business, on va se dire, tiens, cette bouteille d'eau, comment on va commencer par réduire la taille du bouchon? Ça peut sembler rien du tout, mais si cette bouchon vous multipliez par milliers, c'est pas combien de milliards de bouchons nous intéressent, c'est l'eau, ce n'est pas la bouteille qui nous intéresse. Je rappelle en passant qu'en Afrique, une bouteille d'eau comme ça, 60% du coût, c'est l'emballage. Projet Planétique.
veut faire un programme de crédit carbone, il doit monter un projet, un papier, en disant je vais faire cette reforestation et grâce à cette méthodologie agréée par l'ONU, je sais que ça va séquestrer tant de tonnes de crédit carbone. Ok, donc je fais ce papier, je demande à un organisme tel Veritas ou Ernst & Young de le vérifier. Ok, ça prend 6 mois, c'est très cher. Après, si mon rapport plus le rapport de typiquement Veritas va aller dans une commission à New York. Ils vont dire ok, le projet est bien, ça prend 1 an. Du coup, c'est enregistré. Et pour un crédit carbone forestier, 5 ans après, il y a un autre organisme de vérification, donc ça ne va pas être le même, qui va compter les arbres et on va être pas. Ils vont compter le projet, vérifier le projet en disant bon, effectivement, ce programme a bien séquestré tant de tonnes de crédit carbone, et une tonne de crédit carbone égale un crédit carbone. Donc il va dire bon, bah, ils ont fait 1 million de tonnes de crédit carbone, donc on va leur donner 1 million de crédit carbone au bout de 5 ans. Donc le risque, c'est le porteur de projet qui le prend. La banque va lui faire croire que c'est la banque qui le prend. Donc tout le monde va faire croire que c'est l'autre qui le prend. En fait, ce qui va être important, c'est que le porteur de projet est question maintenant qui dit, alors, vous qui êtes dans le domaine justement, qu'est-ce que font par exemple les groupes de pression, les associations telles que où vous êtes, font pour pouvoir dénoncer justement ces genres de pratiques, pour pouvoir donc, parce que c'est vrai qu'on va beaucoup critiquer les politiques, mais je pense que c'est également la prise de conscience doit venir de la société civile, qui doit pouvoir justement suivre, interpeller ces entreprises-là par rapport à l'applicabilité de certaines lois. Même, je prends un exemple, en Afrique, il y a des pays, par exemple, qui ont des lois, par exemple, sur certaines questions. Vous avez parlé de l'emballage plastique. Là, il y a une question importante aussi que vous n'avez pas certainement abordée dans ça, c'est la question de l'eau, surtout de l'usage de l'eau, parce qu'en Afrique, on gaspille beaucoup d'eau dans le domaine industriel. Et il y a de plus en plus, il y a des régulations qui se font, mais qui ne sont pas du tout appliquées, parce que les entreprises font un arbitrage, hein, puis l'État se fait un arbitrage. Le gars te dit, bon, si j'investis dans le domaine, par exemple, pour avoir peut-être une station de traitement d'eau, tout ça me coûte tant, ça va impacter mon chiffre d'affaires, ça fait moins de fiscalité à payer, et donc, du coup, les États ferment un peu, mais il n'y a pas suffisamment de groupes de pression, comme cela existe en Occident, sur les entreprises qui obligent à pouvoir donc aller Parce qu'on la passe, nous, avec la RSE, même pour les industriels, l'État, on a des lois, comme partout en Afrique, parfois on a les meilleurs cadres juridiques, notamment dans les textes, mais ici aussi, par exemple, si l'État ne fait pas beaucoup de pression sur l'entreprise, bah, en même temps, cette question de RSE n'avance pas. Et il y a l'État, il y a aussi ce que les consommateurs, ils savaient que le consommateur européen est de plus en plus attentif à un certain nombre de choses. Est-ce que c'est le cas pour le consommateur africain? C'est ça aussi les questions. Et quand vous dites que les multinationales appliquent à leur maison mère et ne font pas, je veux relativiser quelque peu, si vous le voulez bien. Pourquoi? Les multinationales aussi sont parfois démunies en termes d'outils, en termes d'application de la RSE en Afrique. Concrètement, j'ai discuté avec... J'ai eu par hasard entre les mains, c'est, je crois, c'est le macroscope d'Éric de René, hein, de Joël de René, je crois bien. Et ma question, en fait, c'est de dire que, est-ce que vous pensez qu'en Afrique, parce que je vois qu'ici, il y a des écoles qui commencent à former des jeunes dans ces domaines de l'environnement, est-ce que vous pensez qu'en Afrique, il y a aussi cet enclenchement qui est mis en place? Et est-ce que vous avez, quand vous dites que vous avez répondu à un président, est-ce que c'est en direct ou bien c'est vous qui essayez de romancer les trucs? Voilà. Mon problème, c'est de savoir, est-ce que vous prenez davantage conscience de l'importance du rôle que vous pouvez jouer pour justement tout ce que vous êtes en train de dire, que ça se stable? Excusez-moi, la question porte toujours sur la sensibilisation ou sur la formation? C'est un ensemble, j'espère que... Enfin, je parle de vulgarisation en termes et normalement de formation. Monsieur, donc moi, je veux bien que vous me donnez beaucoup de pouvoir, mais non, c'est pas ça. Même quand j'ai dit que enfin, j'essaie d'analyser une présentation d'un chef d'État pour le potentiel énergétique, et il a raison de le faire. Mais
à mon petit niveau, j'essaye d'intervenir comme là. Et puis, bon, s'il faut faire un scoop, c'est que bon, là on vient de signer avec un institut de formation de l'entrepreneuriat à Bamako, où là on va beaucoup travailler sur cette question de social green business, des RSE, etc. Bon, on pourra en discuter plus amplement. Donc je suis Absa Toussi, je suis la fondatrice du groupe Beauty Révolution et de l'enseigne Ethnicia. Je vais échanger avec les personnes qui ont répondu présent aujourd'hui avec sur une dimension très business, puisque je suis dans le business depuis à peu près 5 ans. Je vais pouvoir expliquer mon parcours parce qu'être entrepreneur, c'est fait de difficultés mais aussi de choses très positives et justement les difficultés en font partie. Je vais leur expliquer un petit peu ce qui m'a poussé à lancer un projet aujourd'hui qui me tient très à cœur, qui est le projet des 100 femmes, les 100 femmes Ethnicia. Donc en gros, je vais parler effectivement de 2 points importants, mon expérience et aujourd'hui ma vision du développement et de l'entrepreneuriat solidaire. Donc le projet des 100 femmes qui consiste à sectionner 100 femmes dans les plus grandes villes de France et de leur permettre d'ouvrir un espace de beauté Ethnicia quasiment sans financement, mais en faisant financer ça par de l'entrepreneuriat solidaire. C'est une démarche assez inédite en France, c'est-à-dire que si on y arrive, ça va fédérer 1000 emplois sur à peu près 3 ans. On a aujourd'hui collecté à peu près 10 millions d'euros de partenariat solidaire, on continue avec